On revient à la manifestation, aux manifestations, et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marie-Laure Alby. Vous êtes médecin généraliste, vous étiez là juste avant, vous avez raté. Raté le match. Alors que le volleyball est votre sport préféré, on va revenir à ce qui se passe dans les rues de France, puisque 150 villes sont mobilisées. William T, président du think tank Le Millénaire, est également là pour apporter ses lumières. Mathilde Guénégan, journaliste du service politique de TF1 LCI, qui est là aussi. Et Pascal Bito-Panelli, ex-commandant fonctionnel du SPHP et expert en sécurité. Des manifestations donc dans 150 villes de France, pour l'instant dans le calme. Vous voyez ces images en direct de nos équipes. On va retrouver Charline Hurel qui est dans Paris. Manifestation à nouveau importante, même si pour l'instant on n'a pas de comptage précis du nombre de manifestants dans la rue. Exactement, et c'est un peu tout l'enjeu de ces manifestants, de faire aussi bien, surtout pendant les vacances d'été, nous disent-ils en tout cas, pour préparer la rentrée, parce qu'ils le disent, ils l'affirment, ils seront bien au rendez-vous dans la rue si le gouvernement ne revient pas sur cette loi passe sanitaire, le passe sanitaire justement, qui est au cœur des revendications. Alors beaucoup de manifestants qui sont anti-passe sanitaire, quelques manifestants qui sont anti-vaccin, évidemment, une frange de ces manifestants qui eux sont radicalisés. Alors qui sont-ils ces manifestants? C'est un peu la question. Il y a de tout âge, il y a des pompiers, des infirmières qui refusent de se faire vacciner, et puis il y a aussi un socle historique des gilets jaunes, ceux qui étaient là dès le début sur les ronds-points et qui eux visent la politique d'Emmanuel Macron, parce que c'est bien celle-ci qui est visée dans ces cortèges, ces manifestants qui crient leur colère et qui le disent, nous serons là jusqu'au bout parce qu'on veut montrer que nous faisons de la résistance, je reprends leurs mots, contre ce pass sanitaire. Merci beaucoup Charline Hurel en direct, et on vous retrouvera évidemment d'ici quelques minutes. Alors Charline Hurel vient de le dire, ils espèrent une mobilisation au moins aussi forte que les précédentes, et on va rappeler les derniers chiffres, puisque la semaine dernière ils étaient 204 000 dans la rue, 160 000 la semaine précédente, 114 000 la semaine encore d'avant, c'est-à-dire le 17 juillet. On est au cœur de l'été, ils sont quand même extrêmement nombreux, ils sont très mobilisés, les remontées de toute la France sont pour l'instant très importantes. Mathilde, on voit que à 2 jours de la mise en place de ce pass sanitaire, ils sont vraiment là, ils ne lâchent rien. Ils ont peut-être même été remobilisés par la décision du Conseil constitutionnel. Oui. Et on l'a vu même dès jeudi, puisqu'il y avait des personnes qui étaient devant le Conseil d'État, qui est juste à côté géographiquement du Conseil constitutionnel, et qui venaient déjà avec ces revendications-là qu'on entend sur la liberté, ce pass sanitaire qui est contre les libertés fondamentales pour ces manifestants, avec bien sûr des profils très hétéroclites, comme l'a un peu décrit Charline. Et c'est ce que fait la distinction au niveau du gouvernement, d'essayer de se dire qu'il y a une manifestation qui est légitime, mais ce n'est pas un bloc de lecture, puisqu'il y a des manifestants. Certains sont anti-vax, donc c'est la frange la plus radicale. D'autres, même, on les a entendus cet après-midi, disent qu'ils ont été vaccinés. Ils sont contre le pass sanitaire en lui-même. Du côté du gouvernement comme du côté du ministère de l'Intérieur, on nous a expliqué que aujourd'hui, on s'attend à une mobilisation peut-être équivalente à celle de la semaine dernière. Nous, on nous explique au niveau des conseillers de Matignon que ce qu'on regarde plutôt, c'est l'ordre, de regarder s'il y a des comportements qui ont été inacceptables la semaine dernière. On pense notamment à ces images à Montpellier où il y avait cette tente de dépistage qui a été prise à partie par certains manifestants. Donc c'est plutôt ces comportements-là. Sinon, il n'y a pas vraiment de réaction au sommet de l'État. On voit qu'Emmanuel Macron, tant la semaine dernière que cette semaine, a plutôt tweeté des messages sur le sport, oui, les Jeux Olympiques de Tokyo. Sur le volley et sur le handball, plus que sur ces mobilisations-là. Ce qu'on espère du côté de l'exécutif, c'est de voir cette mobilisation se réduire à partir de la semaine prochaine. Concrètement, ils estiment qu'à chaque fois qu'il y avait eu de nouvelles contraintes, que ce soit les attestations ou les masques, il y avait toujours eu de la contestation, et qu'ensuite la pression contestataire elle a baissé quand on s'est rendu compte que c'est rentré dans nos habitudes, dans nos mœurs. Ils espèrent exactement la même chose avec le pass sanitaire. En gros, vous allez voir à partir de lundi comment vous allez utiliser votre pass sanitaire. Ils espèrent que ça rentre dans les habitudes, qu'on comprenne vraiment sur quel lieu on en a besoin, et que ça va permettre de baisser au moins une partie de cette mobilisation.
Alors Pascal Bito-Panelli, on le voit, hein, pour l'instant, ce sont des manifestations qui sont tout à fait bon enfant. Hein. C'est-à-dire qu'on échappe à un certain nombre de critères. On aurait voulu décalquer ce qui s'était passé au début du mouvement des Gilets jaunes. Ça n'est pas le cas. 150 villes de France, pour l'instant, il n'y a aucune remontée de violence. Absolument, on est sur une configuration calme, des manifestations et des cortèges qui se déroulent bien, une situation apaisée où techniquement on reste au stade du service d'ordre, et tant mieux, tout en constatant, on le voit à travers ce public, qu'on est sur une expression contestataire polymorphe, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens, beaucoup de blocs, beaucoup de revendications très différentes, et ça, c'est à observer pour leur enseignement. Au niveau du quantitatif, on le saura ce soir, mais apparemment, il y a de la densité, il y a du monde. Il y a du monde, effectivement, et on aura une remontée des chiffres d'ici 20 heures, en tout cas, au grand maximum. On va essayer de comprendre un petit peu mieux quel est ce mouvement protéiforme, polymorphe, comme vous le dites, avec Jérémy Ward. Vous êtes sociologue à l'INSERM. Merci infiniment d'être en direct sur LCI. Pour l'instant, on a peu de recul, hein. C'est le 4e samedi de mobilisation. On a le sentiment que cette mobilisation est relativement insaisissable, ou en tout cas, elle est complexe. C'est sûr qu'elle est complexe, elle est à la fois complexe du point de vue des personnes qui s'y rendent. On a à la fois, on a d'ailleurs des cortèges qui sont séparés, hein, gilets jaunes, extrême droite, gauche avec France Insoumise. On a à la fois une pluralité de revendications entre ceux qui sont contre toute forme de vaccination, ceux qui ne sont que contre ce vaccin-là en particulier, et ceux qui ne sont pas du tout contre les vaccins, mais juste contre le pass sanitaire dans les modalités qui ont été annoncées. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais moi je pense d'ailleurs que c'est plutôt bon signe qu'on ait des mobilisations. On est quand même à un moment qui est un tournant dans la gestion de la crise, puisqu'on a des vaccins. La question qui se pose, c'est celle de la gestion de la crise à moyen voire long terme. Et donc comment est-ce que l'on va trouver le bon équilibre entre contraintes et liberté à moyen terme? C'est quelque chose qui doit faire l'objet de débats, et c'est vrai que pour l'instant ces débats n'ont pas eu lieu dans les lieux politiques traditionnels comme l'Assemblée nationale, et donc finalement qu'on les retrouve dans la rue, c'est pas si étonnant que ça. Ça vous semble même un signe, du coup, si je vous interprète bien, de santé démocratique, c'est-à-dire le petit rappel que certes il y a les vaccins qui arrivent, on peut résoudre cette crise sanitaire, mais qu'il faut faire attention aux libertés fondamentales. Il y a à la fois de cela et en même temps, la question se pose des modalités, mais même de vaccination à moyen terme. Est-ce que l'on va vers une vaccination obligatoire? Combien de temps va durer justement cette période de passe sanitaire? C'est finalement des points sur lesquels il y a un flou. Alors on nous annonce, il y a eu une annonce sur la durée du pass, mais on sait aussi que ce sont aussi des mesures qui peuvent être prolongées, etc. Voilà, pour moi, finalement, votre collègue disait qu'il y avait eu des résistances chaque fois qu'il y avait eu des mesures un peu contraignantes qui étaient sorties. Ce qui est finalement assez étonnant, c'est qu'il n'y en ait pas eu beaucoup plus. Alors on le comprend aussi, c'est-à-dire que pendant longtemps, on n'avait finalement pas beaucoup d'options qui étaient là. Hein. Je veux dire, il y a eu les principales mesures d'intervention, de lutte contre la Covid ont été le confinement, et puis dans un premier temps, il y avait un effet de sidération. Mais c'est vrai qu'on arrive à un moment où finalement, on peut commencer à réfléchir à une politique, à quelle politique on veut pour le moyen terme, et est-ce que c'est pas le moment où justement il faut peut-être un débat plus large et démocratique autour de cela, même si pour le coup, suivant ce qui est dit dans ces manifestations, on peut se poser la question du caractère très constructif. On a des cris de dictature, mais on a aussi beaucoup d'arguments peut-être beaucoup plus fins sur quel pass sanitaire, pendant combien de temps, est-ce qu'il vaut mieux pas l'obligation vaccinale, est-ce qu'au contraire, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'obligation vaccinale, etc. Et c'est vrai que ce sont des points sur lesquels il y a eu très peu de débats publics. On n'a pas beaucoup entendu les autorités jusqu'à présent. Il y a eu un choix d'éviter l'Assemblée nationale. Peut-être que c'est le moment où ce type de mobilisation force à aller vers des traitements peut-être un peu plus démocratiques de ces questions. Alors vous avez raison, en tout cas les propos sont contrastés, très variables dans les manifestations. Je vous en propose un petit florilège, et ça ne vous étonnera pas, Jérémy Ward, puisque le mot liberté revient quasi systématiquement dans la bouche de ces manifestants. Je suis père de famille et je veux garder la liberté de protéger mon enfant vis-à-vis de ce vaccin
Le virus ne l'a pas atteint et il ne fait pas partie des tranches d'âge pour lesquelles il est à craindre ce genre de virus. Et donc on veut garder cette liberté de protection de nos enfants. Ce que je voulais exprimer aujourd'hui, c'est une illustration du consentement libre et éclairé qui est dans le Code de la santé publique. Et le consentement libre, ça veut dire qu'il n'y a pas de chantage qui est exercé sur la personne. Bien sûr, pas de chantage à l'emploi, mais non plus pas de chantage à l'accès à certains lieux. Et éclairé, c'est pour ça que j'ai mis la petite bougie ici. Ça veut dire que la personne est bien informée des effets pour elle, les effets positifs et les effets négatifs également. On espère le moins grave possible et le moins fréquent possible. Alors, Jérémy Ward, très souvent des propos qui sont relativement pondérés, hein, d'ailleurs, même si on sent qu'on est presque toujours à la frontière avec l'anti-vaccination. Alors, là, ce qu'on entend, c'est vraiment des choses que l'on retrouve encore depuis le début. Hein. C'est d'abord le fait que toute une partie de la population ne se sent pas particulièrement à risque de contracter le Covid et surtout de faire des formes graves de la Covid. Et à côté de cela, une défiance vis-à-vis de ces vaccins qui sont perçus comme ayant été réalisés plus rapidement que d'autres et moins testés. Donc ça, c'est sûr qu'on s'attend à ce que ce soit des discours qui soient un peu partout. Après, la question de l'antivaccinalisme, bon là, dans les extraits que vous avez évoqué, que vous avez présenté, personne ne remet en cause le principe même de la vaccination. On sait que certains le font dans certains des cortèges. Je pense que, par contre, ces personnes-là posent une question qu'il va falloir résoudre et qui est une question qui est finalement, qui est très importante dans le contexte actuel, c'est est-ce qu'il est absolument nécessaire que tout le monde se fasse vacciner, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que même ceux pour lesquels c'est une violence affreuse pour eux de se faire injecter un produit qui leur fait peur, est-ce qu'il faut quand même trouver des moyens de les forcer à le faire parce que c'est absolument nécessaire dans le contexte de la gestion de cette épidémie, ou est-ce qu'on peut se permettre, pour bien des raisons, par exemple le vaccin contre la grippe n'est pas obligatoire, etc., est-ce qu'on peut se permettre de garder une frange qui ne serait pas vaccinée pour justement éviter qu'un grand mouvement anti-vaccin se déploie, ou parce que, par respect pour justement cette sorte de liberté en santé. Ce qu'on oublie souvent, c'est vraiment les épidémies, hein, c'est normal, elles posent réellement ces questions à la fois de la liberté, d'à quel point on peut et on doit les contraindre. Il y a toujours des dimensions de contraintes dans la gestion des épidémies, mais justement, un des travaux politiques, c'est de trouver l'équilibre qui fonctionne le mieux, de respect à la fois des droits des individus, mais en même temps le respect des droits de la collectivité, puisque ces personnes-là, elles sont peut-être pas à risque de développer des formes graves de la Covid. Bon, déjà, ça, on peut en discuter. Hein. Peut-être qu'elles le sont sans le savoir, mais par contre, elles sont à risque de transmettre la Covid à d'autres personnes qui, elles, pourront éventuellement faire des formes graves. Merci beaucoup Jérémy Ward pour ce regard et ça me permet de passer la main au docteur Albi. C'est des questions effectivement qui sont intéressantes. Est-ce qu'il est absolument nécessaire? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans ces manifestations. Comme vient de le dire Jérémy Ward, le vaccin contre la grippe saisonnière n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments? Moi, j'aimerais qu'il soit obligatoire pour les soignants, hein, quand même. Oui, à minima, ça. Oui. Je pense. Enfin bon, écoutez, il y a quand même un point qui ne sort pas assez, à mon avis. C'est bien sûr, ces vaccins ont été conçus rapidement, mais on a une pharmacovigilance extraordinaire qui a été mise en place dès le début, qui fait qu'on a un regard sur les effets secondaires qui est considérable. D'ailleurs, on en a pâti, puisqu'il y a eu quelques effets très rares qui ont été mis en évidence et qui ont donné lieu à une certaine réticence vis-à-vis de certains vaccins. Donc je pense que déjà, il faut dire aux gens qu'on a quand même vacciné plusieurs millions de personnes, et chaque fois qu'on vaccine quelqu'un... 3 milliards à l'échelle de la planète. Oui, mais nous, en France, je suis désolée, parce que j'ai vu l'épidémie de 2009, c'était pas du tout comme ça. C'était des papiers, on ne savait pas ce que ça devenait. On rentre le vaccin dans un système d'information et on a la possibilité très simple, quand il y a un effet secondaire, de le déclarer et qu'il soit analysé. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'est jamais expliqué, mais qui est très important, c'est qu'il y a eu un travail considérable de construction d'un système d'information très fiable, qui fait que chaque vaccin est rentré et que quand il y a un effet secondaire, il est automatiquement déclarable très simplement. Moi qui déteste les papiers, je peux vous dire que c'est facile à faire. Donc ça veut dire qu'on a une pharmacovigilance d'une qualité exceptionnelle qui nous donne un recul sur plusieurs millions de vaccinations, ce qu'on n'a jamais eu dans le passé. Ouais, c'est aussi pour ça. Message positif aux gens. Non, mais c'est pas positif, c'est qu'il y a vraiment une surveillance très précise. Et il se trouve,
et c'est un bienfait pour l'industrie, que les vaccins à ARN sont particulièrement bien tolérés et que, comme le disait Karine Lacombe, que tout le monde connaît, il n'y a pas de support, comme il y a pu y avoir des discussions, et que le porteur ARN messager disparaît très vite. Donc, si vous voulez, ça ne modifie pas l'ADN. Non, mais c'est pour ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est très important de bien le dire, parce que ça, ce sont des arguments qu'il faut exposer à des gens qui sont inquiets. C'est-à-dire que vraiment, c'est inespéré. Hein. Je veux dire, moi, c'était pas prévisible. Moi, la première fois que je me suis fait vacciner le 2 janvier, tout le monde me disait, mais tu es complètement folle, Marie-Laure, tu vas avoir une corne qui va te pousser au milieu du front, etc. Je veux dire que c'était pas du tout les circonstances. Et une puce 5G implantée. Non, etc., mais c'est pour ça. Oui. Je veux dire que ça, c'est quand même un point important. Par contre, toutes les questions qui sont posées par notre collègue sociologue sont justes. C'est-à-dire que maintenant, et depuis longtemps, il faut commencer à discuter. Et avec qui et comment, c'est pas du tout évident, parce que moi, je veux bien l'Assemblée nationale, ils ont quand même discuté. Hein. Oui. Il y a eu le Conseil constitutionnel, aussi, mais ça ne répond pas à la demande de cette population qui veut pas voter et qui considère que tout ce qui est élite est mal intentionné, etc. Donc il faut trouver d'autres formes de démocratie. Je ne sais pas lesquels, hein, il faut faire, qui permettent à des groupes de gens qui sont perplexes, qui se posent des questions, de poser leurs questions et qu'on leur trouve des réponses. Et là, je ne suis pas la seule à ne pas trouver des réponses. Comme on avait fait le grand débat après les Gilets jaunes, je ne sais pas, mais je ne sais pas. William T, votre et avis, pour le vote et pour la démocratie actuelle, franchement, moi, je suis inquiète. Hein. Les élections régionales, quand même, les élections régionales, les gens ne sont pas déplacés. Et ça vous semble alimenter cette moi, je pense qu'il faut. des élites, notamment. Voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le dialogue entre la population et les gens qui les gouvernent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut trouver, et je compte sur vous ou peut-être sur les sociologues pour avancer. Aussi l'éthique, les éthiciens, ils ont beaucoup râlé. Ils ont dit qu'on avait fait des choses sans consulter les associations, etc. Je ne suis pas sûre que les associations ça suffise, mais vraiment, il faut trouver d'autres formes de dialogue si on veut continuer à avoir des mesures qui sont effectivement liberticides pour certains et qui apportent de la liberté à d'autres quand même. Alors, William T, votre avis là-dessus éclairé. Alors, il y a beaucoup de questions. Ouais. La social-démocratie telle qu'elle a été bâtie pour l'après-Seconde Guerre mondiale a été battue en brèche par la crise de 2008, qui a été en fait l'aboutissement de la crise néolibérale de la mondialisation économique, et ensuite par la crise de 2020. À partir de la crise de 2008, en fait, les États occidentaux, dont Royaume-Uni et Royaume-Uni et États-Unis, avec l'élection du Brexit plus l'élection de Boris Johnson et de l'autre côté l'élection de Donald Trump, en fait, c'est l'adaptation du modèle économique chinois. Enfin, ils ont adapté leur modèle économique à la Chine. Là, vous faites l'image de fond. Voilà, l'image sur de fond. laquelle arrive cette mobilisation. Ensuite, la crise de 2020. La crise de 2020 ont conduit les États libéraux à adopter des régimes, des méthodes similaires à ce qu'a employé la Chine, notamment parce que c'est eux qui nous ont inspiré sur la question du confinement. En fait, les démocraties libérales classiques ont fait primer la question de l'efficacité sur la protection des libertés fondamentales. Et c'est pour ça que ces personnes manifestent en fond, parce que quand on regarde, donc on a une double difficulté. Sur la question de l'efficacité, on a tranché. C'est-à-dire qu'on on fait primer la question de l'efficacité sur les procédures classiques, c'est-à-dire qu'on est en procédure accélérée au Parlement, d'où la discussion en une semaine, etc. Oui. Et ensuite, on a l'impression qu'il y a un débat qui est très relatif. La difficulté sur la question du dialogue, c'est qu'en fait, même si Emmanuel Macron a fait une union nationale institutionnelle, avis du Conseil d'État, accord bipartisan, Assemblée nationale, Sénat, plus recours du Conseil constitutionnel, ces personnes qui manifestent ne sont vraisemblablement pas représentées à l'Assemblée nationale, au Sénat. En tout cas, leur avis n'est pas exprimé parce que ce sont des gens principalement qui ne votent pas. C'est ce que Brice Tinturi, le sondeur de Ipsos, appelle les plus rien à faire, plus rien à foutre. Ils représentent 20 à 25% de la population qui sont plutôt en marge et ne votent quasiment jamais aux élections. Quand on regarde la sociologie... En marge face à en marge. Voilà. Tout à fait. Sur la question de la mobilisation, il y a 4 grands points de mobilisation. Le premier, qui est minoritaire, c'est la question des antivax. Le grand cœur majoritaire, ce sont ceux qui manifestent contre le pass sanitaire. Ensuite, s'agglomèrent à eux, les gilets jaunes notamment depuis une semaine. Et ensuite, 4e point, c'est des personnes qui sont anti-élites, donc anti-politique, anti-médias. Donc c'est pour ça que les médias ont autant de difficultés à couvrir les manifestations et se font attaquer personnellement. Et donc du coup, comment faire pour répondre à ça? Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il faut s'adresser au cœur du noyau pour Emmanuel Macron, qui repose sur 2 leviers. La question de la liberté telle que c'est annoncé, mais c'est pas ça le plus important, c'est la question de la rupture d'égalité. Parce que si les gens manifestaient uniquement pour la liberté, ils auraient manifesté contre le confinement et contre le couvre-feu, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est la question de la rupture d'égalité entre la France des vaccinés et celle des non-vaccinés. En effet. Alors, les médias ne se font pas toujours agresser, fort heureusement. On retrouve Mathieu Karman qui est dans un des cortèges parisiens et c'est calme pour l'instant, Mathieu Karman. On voit une forte présence policière derrière vous.
Oui, c'est extrêmement calme. Ça y est, la manifestation est arrivée il y a une trentaine de minutes maintenant ici, place du Châtelet. Et vous le voyez, derrière moi, ces gendarmes qui sont déployés en nombre. On a vu tout au long de la journée un très gros dispositif de sécurité encadrer cette manifestation à Paris. 3000 policiers et gendarmes étaient déployés sur le terrain pour encadrer donc cette manifestation qui est arrivée à Châtelet. Et tout au long de la journée, on a entendu ces slogans contre le pass sanitaire, contre la vaccination aussi, contre la vaccination obligatoire pour les soignants. On a vu différents profils, des jeunes, des moins jeunes, des familles, mais également des gilets jaunes. Des figures aussi des gilets jaunes étaient présentes, parmi lesquelles Jérôme Rodriguez. Et donc cette manifestation qui touche à sa fin ici à Paris, place du Châtelet. Les manifestants sont sur la gauche de la place et les policiers qui ont donc demandé à ces manifestants de partir en direction de l'hôtel de ville et de la mairie de Paris. Merci beaucoup Mathieu Carman. La manifestation qui est donc arrivée sur la place du Châtelet dans le calme, c'est un des cortèges parisiens. On continue à en parler juste après une petite pause. Chez De Giro, nous souhaitons rendre l'investissement accessible à tous ceux voulant bâtir leur propre avenir financier. Que vous investissiez activement ou suiviez les marchés passivement, notre plateforme primée est la vôtre. Investissez comme plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde entier à des frais sans précédent. De Giro, le pouvoir financier vous appartient. Nous vous offrons maintenant vos 50 premiers euros de frais de courtage. Investissez dès aujourd'hui sur degiro.fr. Saviez-vous qu'une personne sur 2 souffre de mauvaise haleine? Serait-ce toi? 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 Tiens, tu sembles bien sûr de toi. Les bains de bouche habituels ne font que masquer la mauvaise haleine. CB12 est différent. Il est scientifiquement prouvé que CB12 élimine l'origine de la mauvaise haleine pendant 12 heures. Éliminez l'origine de la mauvaise haleine avec CB12. Quand j'avais 8 ans, mon père et moi avons changé de vie. C'est avec lui que j'ai travaillé la vigne pour la première fois. Il m'a appris à comprendre la nature. Parfois injuste. Mais on a toujours pu surmonter ces épreuves. Ensemble. C'est ce que j'ai vécu avec mon père et les valeurs qu'il m'a transmises, qui m'ont fait choisir ce métier. Conseiller Groupama. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Ah, ça fait du bien être en vacances. Mais on n'a plus l'habitude de laisser la maison toute seule. Hein. Ben, faites comme nous, prenez une alarme Vérissure. Tu crois? Mais oui, regarde. Là, je peux te dire que tout va bien à la maison. Et si quelqu'un essaye de rentrer, c'est Vérissure qui prend le contrôle. On devrait faire pareil, nous. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure. Préoccupé par les cybermenaces? Reprenez le contrôle de vos données en ligne. Utilisez NordVPN, une solution de cybersécurité facile à utiliser. Profitez des meilleurs prix. Doritos, trop fort en goût, trop fort en croustillant. Doritos, for the bold. Ah cool, les nouvelles tourtelles Twist bio, avec 20% de jus de fruits en plus. Comment ils font si les bouteilles ont la même taille? Ah ouais? Tourtelle Twist bio plus de jus, la fraîcheur d'une tourtelle Twist avec encore plus de jus de fruits. On a dit encore plus! Le changement commence avec du luxe Valentine. Acheter une voiture d'occasion peut parfois réserver de mauvaises surprises. Évitez le baratin de certains vendeurs. Évitez les négociations embarrassantes. Évitez les frustrations. Et adoptez la nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. Avec 14 jours d'essai et 12 mois de garantie. Et Next, des voitures de qualité en toute sérénité. Une protection contre les puces élétiques, Seresto protège 7 à 8 mois contre les puces élétiques. C'est efficace, sans odeur et longue durée. Efficace, longue durée, Seresto, à vous de jouer. Seresto est un médicament vétérinaire. Rendez-vous sur seresto.fr. Chérie, on joue au Super Loto? J'ai déjà tout avec toi, bébé. C'est 13 millions quand même. C'est quoi? On va jouer ton anniv, le 12. C'est le 4. Et vous, ça vous dirait quelques millions? Ce vendredi, Super Loto de 13 millions d'euros minimum. Badois, badois. Badois bulle de fruits, le plaisir tout en fine bulle de fruits. Les mondes stupéfiants de Wells, Dracula, Frankenstein. Collection Les Maîtres du Fantastique. Le volume 1, 3,99 € seulement. Les cybermenaces vous inquiètent?
Utilisez NordVPN, une solution de cybersécurité facile à utiliser et améliorez votre sécurité numérique. Profitez des meilleurs prix. Apprendre à philosopher, une collection pour mieux comprendre les idées des grands philosophes. Le volume 1 sur Platon, 1,99 € seulement. Ah, ça fait du bien être en vacances. Mais on n'a plus l'habitude de laisser la maison toute seule. Hein. Ben, faites comme nous, prenez une alarme Vérissure. Tu crois? Mais oui, regarde. Là, je peux te dire que tout va bien à la maison. Et si quelqu'un essaye de rentrer, c'est Vérissure qui prend le contrôle. On devrait faire pareil, nous. Rendez-vous sur vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure. Chez Lay's, nous respectons le savoir-faire agricole français et les recettes d'origine. C'est ça la recette d'un moment authentique. Lay's, authentiquement nous. Ménène ne vous promet pas une journée sans effort, ou que vous en oublierez la chaleur. Ménène vous promet juste qu'avec son nouveau déodorant à 94% d'origine naturelle, efficace 48 heures, vous resterez frais toute la journée. Découvrez les sticks Ménène à 94% d'origine naturelle. Ménène, pour nous, les hommes. Et nous sommes toujours en direct au cœur de ces manifestations à Paris. On sera dans un instant avec Charline Hurel, l'une de nos envoyées spéciales, au cœur de ces cortèges qui, vous le voyez, sont des cortèges très importants sur ce plateau. Pour en parler, Dr Albi, médecin généraliste, Mathilde Guénégan, à qui je donnerai la parole dans quelques instants, Pascal Bito-Panelli, ex-commandant fonctionnel du SPHP, et William T, président du think tank le Millénaire. On va d'abord se rendre au cœur de cette manifestation avec Charline Hurel. On voit quelques-uns des slogans: cobaye, esclave, ça suffit. Charline, comment se passe cette manifestation, cette fin de cortège? On voit que les manifestants sont en mouvement. Écoutez, l'ambiance a complètement changé en l'espace de quelques minutes. Les manifestants étaient en train de danser et là désormais un point de crispation. Alors ces manifestants qui se rangent justement sous les fenêtres de l'hôtel de ville. Alors initialement ils étaient bloqués un petit peu en amont et puis je vous disais un point de crispation notamment avec la gendarmerie, les manifestants qui ont commencé à encercler la gendarmerie qui était finalement, qui ne s'attendait pas à avoir cet encerclement. Donc il y a eu un petit peu de projectiles, mais finalement la situation a l'air d'être revenue dans le calme. Attention, ce calme peut être que passager, hein, on fait toujours attention ici. En revanche, vous l'entendez peut-être, ces manifestants qui disent liberté, c'est le slogan qu'ils crient depuis le début de ce cortège. 3 heures, un peu plus de 3 heures de marche pendant lesquelles ils ont crié leur colère, on vous le disait, des anti-pass sanitaires mais aussi des anti-vaccins, une branche assez radicale dans ces manifestants. Et puis surtout ce socle historique des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, eux, qui nous le disent, eh bien, ils seront là jusqu'à la rentrée, même après la rentrée, tous les samedis, pour faire entendre leur colère. Alors de la colère ou résignés, ça pour l'instant, nous ne savons pas, mais vous le voyez, en tout cas, ils sont quand même assez nombreux à défiler dans la rue. Merci Charline, merci à Lucas Prévost qui est derrière la caméra. Ce cortège, ou une partie en tout cas, qui se dirige donc de Châtelet à l'hôtel de ville. C'est juste à côté, avec un petit changement d'ambiance. Et au moment où la préfecture de police de Paris leur recommande de quitter la manifestation par des voies qui ont été préétablies, hein, évidemment par les forces de l'ordre, notamment l'avenue Victoria. Mathilde Guénégan, on aura, c'est immanquable, comme chaque samedi, une bataille autour des chiffres, puisque évidemment le but de ces manifestants, même s'ils ne sont pas organisés, structurés, hiérarchisés, hein, comme un mouvement, c'est extrêmement hétéroclite, d'où d'ailleurs ces 150 villes dans lesquelles on manifeste en France, mais il y aura forcément une bataille autour des chiffres. 204 000 la semaine dernière, ça avait déjà été largement commenté en disant c'est très sous-estimé.
Oui, absolument. Et puis on sait que cette mobilisation, de toute manière, elle est inédite en plein cœur de l'été. On va avoir les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur d'ici quelques minutes, dans quelques heures. On nous a dit aujourd'hui qu'on s'attendait à une mobilisation qui serait à peu près similaire à celle de la semaine dernière. Alors du côté du gouvernement, on ne commande pas les chiffres de la mobilisation. On préfère à chaque fois, quand on leur pose la question, regarder plutôt les chiffres des personnes qui sont en train de se faire vacciner au moment où d'autres manifestent. Alors par exemple, j'ai regardé les chiffres de Covid Tracker qui donnaient les éléments pour hier. Ils avaient noté qu'il y a 320 000 personnes qui ont reçu une première injection hier. Et dans les éléments de langage du gouvernement, c'est sur ce à quoi on insiste. On dit contre le cortège dans la rue. Au final, il est plus infime que les personnes qui vont, in fine, se faire vacciner. On espère quand même que dans les prochaines semaines, ces mobilisations, elles vont s'essouffler. En revanche, du côté des oppositions, notamment de gauche, eux ne croient pas du tout à un essoufflement de cette mobilisation. Même eux se disent étonnés de voir l'ampleur de la mobilisation en plein cœur de l'été. Et ils pensent même qu'elle va se renforcer à la rentrée, puisque la mobilisation sociale pourrait se rajouter, parce qu'on sait qu'il y a encore d'autres réformes qui doivent venir à l'automne. Donc ils pensent que ça fera en quelque sorte fusion de toutes ces mobilisations. Et dans l'opposition, un premier commentaire, celui de Jean-Luc Mélenchon, qui est à Marseille. Regardez ce qu'il tweet, Jean-Luc Mélenchon. Encore une marée humaine, les pompiers en tête, l'insoumission en action. Évidemment, chacun voit midi à sa porte. Encore une marée humaine, en tout cas beaucoup de monde à Marseille, beaucoup de monde à Nice, beaucoup de monde un peu partout sur le territoire. Et vous y remarquez, docteur Albi, que en tout cas sur les images que nous voyons depuis tout à l'heure, très peu de monde porte le masque. Oui. Écoutez, moi ça me navre, hein, parce qu'on est quand même dans une remontée des contaminations, et là quand même on ne les vaccine pas, on leur demande juste de ne pas être collés les uns contre les autres avec un masque. Bon, bref, on ne va pas demander un pass sanitaire pour aller manifester. Surtout pas ceux qui manifestent voilà. Contre le pass sanitaire. Mais au moins le masque. Par contre, la mobilisation, on en a parlé tout à l'heure, la mobilisation, elle n'est pas que dans la rue, elle n'est pas que dans les gens qui vont se faire vacciner, elle est dans une partie du pays qui depuis 18 mois s'est mobilisée au service de l'autre. Il y a tout le monde, hein. Il y a les professionnels de santé, il y a les professionnels du service d'ordre, il y a les collectivités territoriales, il y a les administrations. On parle jamais, on parle toujours des fonctionnaires, mais franchement, ils ont fait un travail considérable depuis 18 mois pour faciliter justement la prise en charge de la population, soit le dépistage, soit les malades, soit les vaccinations. Et je pense que cette mobilisation-là, elle est considérable et on la met jamais en avant, et c'est bien dommage, parce que c'est une partie de la population qui s'est mise au service de l'autre et qui continue, même pendant l'été. Comme je disais tout à l'heure, demain à dimanche, dans mon centre de vaccination, on vaccine. Même s'il y a moins de monde, même s'il y a des gens qui sont partis en vacances, on offre une plage horaire pour que ceux qui veulent se faire vacciner, ceux qui n'ont pas pris de rendez-vous, puissent venir. On va vers ceux qui en ont besoin. Donc je pense qu'il y a une mobilisation à plusieurs niveaux. Par contre, je comprends très bien qu'on pose le problème des libertés. C'est un vrai sujet, c'est un sujet qui doit être travaillé. Et comme on disait tout à l'heure, je ne sais pas très bien comment il faut le travailler. Parce que c'est pas simple. Parce que la liberté des uns, comme on dit toujours, commence à celle des autres. Ceux qui sont vaccinés, ben, ils aimeraient bien pouvoir profiter du fait qu'ils sont protégés et pouvoir reprendre une vie normale. Mais ils ne manifestent pas, les vaccinés, effectivement. Ça peut venir, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils manifestent en allant se faire vacciner. Et c'est une vraie difficulté. Donc comment on fait pour que les gens qui ne sont pas protégés, ils ne vont pas se faire des PCR tous les 2 jours. Il faut aussi ne pas oublier que le PCR a un coût. Que le fait d'être obligé de faire ses PCR toute la journée, c'est autour de 70 € la PCR, payée par la Sécurité sociale. Donc je veux dire qu'il faut aussi voir que la France a mis en place des moyens considérables et qu'à un moment donné, il faut faire les comptes et dire aux gens, est-ce que vous préférez continuer à prendre le risque d'être malade? Est-ce que vous prenez le risque de ne pas être soigné quand vous êtes malade? Est-ce qu'on va au bout du raisonnement? Je veux dire, c'est quand même des problèmes qu'il faut se poser en groupe, avec des gens qui réfléchissent, parce que c'est pas simple de donner des réponses. Et vous parliez de la mobilisation des fonctionnaires sur un autre terrain. Beaucoup de fonctionnaires de police, on est en ligne avec Benjamin Cambouli. Vous êtes secrétaire zonal Île-de-France Alternative Police CFDT. Merci d'être en direct sur LCI. Pour l'instant, en tout cas, sauf si vous avez d'autres remontées du terrain, ce sont des manifestations relativement bon enfant un peu partout sur le territoire. Alors,
pour l'instant, en effet, on n'a pas de troubles particuliers qui ont été à déplorer. Maintenant, est-ce que ça vient de la composition des cortèges? Est-ce que ça vient de la qualité du dispositif qui est mis en place? Toujours est-il que ça fonctionne. C'est vrai que c'est particulier, ces mouvements, parce qu'on a une convergence de beaucoup de revendications. On n'a vraiment pas un profil type de manifestants, donc il y a un caractère qui est imprévisible dans le cadre de ces manifestations anti-pass. Oui. Voilà, en direct sur notre antenne au moment où vous parlez, quelqu'un qui s'est amusé à faire un petit feu sur la chaussée. Pour l'instant, c'est effectivement très calme. On n'a pas cette structure d'infiltration par des éléments radicaux. On se souvient par exemple comment le Black Bloc pouvait infiltrer un certain nombre de manifestations il y a quelques mois. C'est peut-être la nouveauté de cette mobilisation ? Alors, c'est vrai qu'on peut établir différents parallèles entre les deux types de mouvements, hein, avec les Gilets jaunes il y a 2 ans et là ce qu'on voit se mettre en place. Là où c'est juste, c'est sur l'aspect sériel, c'est-à-dire que de week-end en week-end, de samedi en samedi, on voit s'installer cette mobilisation naissante anti-pass, anti-vaccin, anti-gouvernement, un petit peu tout ce que vous voulez. Mais au niveau du rapport à la violence, il y a des différences, notamment ce à quoi vous faites allusion, c'est-à-dire les intrusions de groupuscules violents dans les cortèges. Là, tout simplement, ce n'est pas possible au vu de l'ampleur de la manifestation. Pour que ce soit possible de fonctionner comme ça, il faut une ampleur très importante que pour l'instant ce mouvement n'a pas atteint. Nous, on est vigilants par rapport à la récurrence des mouvements, pour ne pas que ça traîne trop dans le temps. On est vigilants par rapport au durcissement de la manifestation, au fait qu'il y ait de plus en plus de violence, et en effet au nombre des manifestants, parce que ça implique un autre rapport à la violence. Alors, quel est le moral des troupes, justement, parmi les policiers qui ont été beaucoup mis à contribution pendant cette période de crise sanitaire, notamment pour les contrôles, le fait de voir arriver, comme vous venez de le dire, une mobilisation qui s'installe, qui se pérennise semaine après semaine, c'est une inquiétude ? Alors une inquiétude, c'est pas le terme que j'emploierais, disons qu'il faut qu'on soit à même de s'y préparer. Nous, ce qu'on attend, c'est une assistance, on va dire, du politique qui pourra, lui, faire l'acte de pédagogie nécessaire pour amener l'apaisement en termes de manifestation. Maintenant, vous avez raison de le souligner, la police a été impactée également par la Covid, impactée d'un point de vue, on va dire, médical, avec des collègues qui étaient primo-intervenants et qui donc ont été atteints par la Covid, impactée également au niveau des troupes, parce que quand vous avez un malade, vous avez des procédures de cas contact qui se mettent en place, donc nous avons des brigades de police qui ont été fortement impactées, ça a impliqué une charge de travail supplémentaire pour les collègues qui étaient toujours sur le terrain, et les missions liées à la gestion de la crise sanitaire, tous les contrôles sanitaires, ce sont des missions qui se sont rajoutées au travail habituel de la police. Donc en effet, on arrive en bout de course, on n'est pas loin d'une sortie de crise, il reste un dernier effort collectif à consentir, et une manifestation comme celle-ci, où on freine des 4 fers face aux mesures qui pourraient nous permettre de sortir de 18 mois de crise sanitaire, effectivement, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprécie. Alors, on est en train toujours de voir ces images sur le parvis de l'hôtel de ville. On vient d'apprendre que 4 personnes avaient été placées en garde à vue. 4 gardes à vue pour une manifestation à Paris de plusieurs milliers de personnes. C'est relativement faible hein, pour vous, Benjamin Camboulive. Bien sûr, c'était 26 la semaine dernière, le nombre d'interpellations à Paris. 3 fonctionnaires de police blessés, encore une fois, la semaine dernière. Là, si on en est qu'à ce chiffrage-là pour l'instant, eh bien, écoutez, sachons-nous satisfaire que cette manifestation se soit passée dans de bonnes conditions. Encore une fois, le dispositif qui était mis en place avec les 3000 policiers et gendarmes était conséquent. Un gros dispositif également au niveau de l'Élysée pour ôter toute tentative, toute volonté d'intrusion. Si ça fonctionne, écoutez, c'est très bien. Merci beaucoup Benjamin Camboulive pour ce témoignage en direct sur LCI. Ce que vous voyez en direct à l'antenne, c'est donc le principal cortège. Il y en avait 4 dans Paris cet après-midi. Le principal cortège qui est donc venu s'installer pour cette fin de manifestation juste à côté de Châtelet. C'était la destination finale. Et là, vous voyez qu'ils sont tout proches de l'hôtel de ville. Mais il y avait un autre cortège important aussi dans Paris. Celui qui répondait à l'appel de Florian Philippot, le président des Patriotes, et dans lequel se trouvait également Nicolas Dupont-Aignan. On retrouve l'un de nos envoyés spéciaux, Alexis Vallée, sur place.
Oui, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour ce 4e week-end de manifestation. Et vous pouvez le voir derrière moi, de nombreux drapeaux français et des panneaux avec écrit « Libérons la France ». Ce rassemblement est mené par le leader du mouvement Les Patriotes, Florian Philippot. Il a été rejoint cet après-midi par le président du parti Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Les deux hommes étaient déjà ensemble pour le même combat le 26 juillet dernier. Parmi la foule, le mot qui revient le plus est « liberté ». Nous avons discuté avec Romain, qui est kinésithérapeute. Il est pour la vaccination, mais contre le pass sanitaire. Pour lui, le patient doit toujours avoir le dernier mot quand il s'agit de santé. Il ne faut pas contraindre, mais faire de la pédagogie, nous explique-t-il. C'est pour ça qu'il continue de manifester depuis 4 samedis. Et la décision du Conseil constitutionnel n'a fait que renforcer leur volonté de s'opposer au pass sanitaire. Alexis Vallée avec Julie Janus, et en effet Nicolas Dupont-Aignan était aujourd'hui à Paris. Il était en direct tout à l'heure sur LCI, et sur cette question de l'obligation vaccinale ou de la vaccination elle-même, regardez, son avis est extrêmement précis. Ce que nous ne voulons pas, c'est la vaccination obligatoire, systématique. En revanche, il y a des personnes en surpoids en France qui ne sont pas vaccinées et qui mériteraient de l'être. Donc arrêtez de caricaturer nos positions. Nous sommes contre le pass sanitaire, qui est une atteinte profonde à la liberté de circulation. Arrêtons cela et en revanche, ayons une stratégie intelligente de lutte contre l'épidémie, comme dans beaucoup de pays qui ont beaucoup moins de morts et qui mêlent à la fois renforcement du vaccin ciblé, renforcement des soins hospitaliers, prévention, vitamine D, purificateur d'air dans les écoles, c'est toujours pas préparé pour la rentrée. En un mot, une palette de situations. Ce que je voudrais faire comprendre, c'est qu'on se trompe de voie. C'est audible ça, docteur Albi, une vaccination ciblée, et ce que propose Nicolas Dupont-Aignan, où c'est un petit peu illusoire face au variant Delta beaucoup plus transmissible. La politique gouvernementale, ça a été ciblé, et maintenant qu'on a plus de vaccins, on l'offre à tous ceux qui en ont besoin et le plus possible. Après, ce qui est juste, c'est l'aller vers, qui est une des logiques qui est mise en place depuis 3 ou 4 mois, où on avait plus de vaccins. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de vacciner les gens qui viennent, c'est quand même une bonne rentabilité. Les centres de vaccination au 14e, on vaccine entre 1000 et 1200 personnes par jour, et c'est beaucoup plus facile à faire dans un centre organisé. Par contre, il y a les gens qui ne peuvent pas bouger, il y a les gens qui sont réticents, et donc on a développé à la fois des politiques où les centres de vaccination sont allés dans des foyers, dans des endroits où il y avait des handicapés, des malades mentaux. On a dispersé en ville pour que les professionnels de santé puissent offrir ça à des gens dans une proximité. Donc cette politique-là, elle est en place. Mais même quand on a des comorbidités, on peut refuser le vaccin. Le problème, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui la voulaient tout de suite et qui ont beaucoup râlé en février-mars parce qu'on ne leur donnait pas. Et il y en a qui en auraient besoin et qui ou le demandent pas ou restent chez eux tranquillement parce qu'ils n'ont pas envie qu'on leur propose. Donc c'est là où la conviction, le travail, mais c'est ce que je dis toujours, venez discuter avec nous. Nous, on va chercher nos patients, parce qu'on a un certain nombre de patients qui, pendant le Covid, sont restés chez eux, ne se sont pas fait soigner, ont arrêté leur traitement ou se sont pas fait bien suivre. Donc ceux-là, on les repère, puisqu'on va même avoir maintenant, après avis de la CNIL, la liste de nos patients non vaccinés. Donc on va les appeler, on va leur demander comment ils vont, on va leur proposer une vaccination plus facile. Et tout ce travail-là se fait avec la mobilisation générale dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne se voit pas, qui est difficile à compter, mais qui est une espèce de mobilisation de tout le monde pour essayer d'aller chercher les personnes à vacciner, comme il dit, cibler les personnes et les convaincre. Parce qu'il ne suffit pas de les cibler, il faut qu'elles soient d'accord. Vous voyez, parce que l'acte de vaccination, ça reste un acte consenti, y compris quand on est mineur. On l'oublie. Un enfant, les parents veulent le faire vacciner. Si l'enfant ne veut pas, on ne le vaccine pas. Il ne faut pas croire qu'on... Quel que soit l'âge de l'enfant, voilà. Oui, non, mais c'est pour dire qu'il faut rétablir les faits. On ne vaccine jamais quelqu'un contre son gré. Par contre, il y a un certain nombre de gens qui sont loin du système de soins, qui ne comprennent pas toujours, qui n'ont pas tout compris, qu'il faut aller chercher. Et ça, depuis 3 ou 4 mois, maintenant qu'on a plus de vaccins, on le fait. Même si ça prend du temps et même si on va travailler pour une vaccination, mais c'est toujours une vaccination de plus. Alors, le débat sur
vaccination obligatoire est un petit peu en parallèle de tout ce qui se passe et notamment du pass sanitaire. Regardez le dernier sondage dont on dispose, puisque vous allez voir que 61% des Français sont favorables à la vaccination obligatoire, lorsque l'on sait qu'on est pratiquement aux 2 tiers aujourd'hui des Français qui ont eu une première dose de vaccin. Ça n'est peut-être pas complètement étonnant. Quant au soutien à ces mobilisations, il est de l'ordre d'un gros tiers de Français, puisque ce sont 37% d'après ce même sondage qui approuvent la mobilisation. Donc pour l'instant, Mathilde, on reste à une minorité de Français qui approuvent la mobilisation, même si pour le coup, là, les chiffres sont relativement fluctuants. Oui, puis on voit toute la difficulté pour la classe politique de se saisir de ces mouvements de colère. C'est ce qu'on avait déjà vu au niveau des Gilets jaunes, c'est que ce sont des mouvements qui le reconnaissent, qui sont autonomes. Il n'y a pas de leader qui est vraiment identifié. Ça ne s'est pas traduit par des adhésions dans différents partis politiques. Ça ne s'est pas forcément non plus traduit par du travail avec les syndicats. Donc c'est un petit peu toute la difficulté de cette colère. On voit qu'il y a des personnalités qui avaient un petit peu disparu du paysage politique, comme Florian Philippot, qui reviennent, se saisissent de cette matière pour revenir vraiment sur le devant de la scène. Il faut noter quand même que le discours de Florian Philippot a évolué aussi au moment de la crise. C'est qu'à l'automne 2020, il était sur des mesures très strictes, d'un confinement strict, du port du masque pour tout le monde. Donc il y a quand même un revirement de son discours. Alors il l'assume, il dit qu'il a évolué en fonction des mesures pour maintenant se positionner contre le pass sanitaire et remettre en quelque sorte l'état de droit, qui lui se revendique comme d'autres d'être dans la mouvance souverainiste. Donc on voit un petit peu toute cette difficulté à savoir qu'il y a une revendication qui ne se sent pas représentée aujourd'hui, mais savoir comment il faut trouver les outils pour que ça se traduise et qu'on puisse discuter et dialoguer. Il y a un arrière-fond politique, William T, mais qui pour l'instant ne cristallise pas vraiment, notamment dans cette foule qui est relativement bigarrée. Oui, bien sûr, parce qu'on est à un an de l'élection présidentielle, donc il y a des personnes qui essaient de se refaire une santé, donc notamment Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot, parce qu'ils ont eu des résultats aux élections intermédiaires européennes, municipales, départementales et régionales qui étaient pas très bons. Et puis surtout, en fait, ils essayent de cibler un électorat qui est spécifique et qui est abstentionniste. C'est un électorat qui s'est vraisemblablement pas exprimé aux élections régionales. Donc ils vont chercher cet électorat-là parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas convaincre les autres électeurs qui soutiennent plutôt les partis de gouvernement, Parti socialiste, La République en marche et les Républicains. Donc la difficulté maintenant pour eux, c'est de trouver une synthèse capable de répondre aux différentes fractures qui touchent ces personnes. Moi, j'en ai dénombré 4. Il y a une première fracture qui est une fracture sociale. C'est la même que la fracture vaccinale, entre les communes riches et les communes pauvres. Une double fracture territoriale entre le nord-ouest et le sud-est. Si on prend en carte électorale, c'est à peu près le second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Absolument, Ensuite, il y a une deuxième fracture territoriale qui c'est entre les grandes métropoles et les territoires ruraux, mais plus spécifiquement ce que Christophe Guilluy appelle la France périphérique. Et enfin, il y a une quatrième fracture qui est la fracture générationnelle entre les plus âgés qui sont plutôt contre la mobilisation et les plus jeunes qui soutiennent la mobilisation. La difficulté de cette mobilisation, c'est que c'est un nombre qui est important pour un mois d'août et un mois de janvier, elle peut s'amplifier à partir du mois de septembre. Le véritable tournant pour le gouvernement, ça va être le mois de fin août, début septembre, avec la rentrée des classes. Donc, est-ce que les enfants devront s'appliquer un protocole sanitaire pour rentrer à l'école? Et est-ce qu'il y aura une fracture entre les enfants vaccinés et les enfants non vaccinés? Et ensuite, après, il y aura l'agglomérat, comme la réforme des retraites, qui vont voir toutes les professions profiter de la revendication du pass sanitaire pour faire des propres revendications. On a déjà eu celle des soignants, celle des sapeurs-pompiers, éventuellement les commerçants qui demandent un délai de souplesse pour appliquer le pass sanitaire. Et d'autres professions pourraient en profiter pour s'agglomérer et faire des revendications politiques avant d'avoir un petit gain personnel. Et ça, on verra effectivement à la rentrée. Pour l'instant, vous le signalez, on est au mois d'août. Et pourtant, quand on voit cette image en direct de la tour TF1, c'est une image en direct d'un gros orage qui est en train d'arriver. Et là, derrière cette grisaille, vous ne l'apercevez pas, on la voyait encore il y a quelques instants, la tour Eiffel. Autant dire que c'est peut-être ce qui va disperser les manifestants, puisque, allez, on va dire qu'il y a 2 kilomètres avant que cet orage, et vous voyez d'ailleurs les premiers parapluies devant l'hôtel de ville qui viennent d'être dépliés. Pascal Vito, souvent la pluie a raison d'ailleurs de certaines mobilisations. Ce sera peut-être une façon originale de disperser cette manifestation, en tout cas originale pour un 7 août. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'éléments qui jouent dans le maintien de l'ordre, et notamment le fait que la météo devienne difficile, pénible, peut bien sûr accélérer un petit peu la dislocation, ou au moins ses intentions de le faire.
Je suis d'accord sur les analyses. On a une grosse mobilisation sur ce point de basculement d'estival, qui d'habitude est une période peu mobilisatrice dans l'ordre public et dans les manifestations. Donc un mouvement là qui n'a pas durci, mais qui s'est quand même inscrit dans le nombre, dans le quantitatif. Et ça peut laisser augurer d'une rentrée qui peut être agitée, d'autant plus si d'autres revendications début septembre s'y greffent. Oui. Si on compare avec ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes, le fait qu'il y ait des violences, notamment au début, avait peut-être étrangement entraîné un soutien de plus en plus important de la population. Je vais poser une question un peu transgressive, mais le fait qu'aujourd'hui il n'y ait pas cet aspect-là, est-ce que ça ne fait pas courir le risque pour les manifestants de l'indifférence? C'est difficile d'y répondre. C'est vrai que la question est pertinente. Bon, après... s'il y avait eu une montée de la radicalisation aujourd'hui et donc une réponse policière un peu plus augmentée, si j'ose dire, ça aurait pu à l'inverse faire fuir la frange qui est la moins radicale. Donc c'est difficile de le dire. Je pense que quand on voit une manifestation sous cette photographie instantanée, c'est plutôt une bonne image pour les gens. Ces gens s'expriment, mais ils font intelligemment, ils font bien, ils font dans le calme. Oui, il y a un exercice de la démocratie qui est scruté à la loupe, Mathilde, évidemment par l'exécutif. En ce moment, on sait que le président Macron est au fort de Brégançon et qu'il devrait se reposer un petit peu la semaine prochaine, mais il observe ce qui se passe. Petite parenthèse, c'est assez étonnant que tout le monde se retrouve devant l'hôtel de ville, puisque l'hôtel de ville, ça n'est pas vraiment l'exécutif pour le coup. Non, c'est pas le bon endroit, effectivement. C'est un peu loin des Champs-Élysées. Du côté de Fort-de-Brégançon, on nous a dit que même dès que le président est arrivé, on nous a tout de suite fait comprendre dans son entourage que c'était hors de question de considérer que c'était une trêve estivale. On a repris des éléments de langage qui nous font sourire parce qu'on les a chaque année sur les vacances studieuses, sur un président au travail, avec ses dossiers. Mais pour le coup, il échange régulièrement avec son Premier ministre, Jean Castex, avec le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran. Et ils ont prévu de faire, semaine prochaine, visiblement ça serait plutôt mercredi, un conseil de défense depuis le fort. Donc le président sera en visioconférence et chaque ministre sera dans sa préfecture de rattachement pour avoir bien sûr des lignes sécurisées. Faire un point à la fois sur l'épidémie et puis sur la rentrée pour essayer aussi de se projeter parce qu'on a aussi une élection présidentielle qui est dans quelques mois. Et l'idée pour Emmanuel Macron, c'est de s'enlever cette étiquette de président du Covid ou de la Covid et d'essayer de pouvoir parler d'autres sujets, revenir sur ce qui l'avait amené au pouvoir en 2017, sur un président qui réforme et qui avance et qui transforme le pays. Pas gagné pour l'instant, effectivement, pas facile. Le Covid disparaisse. En tout cas, plusieurs ministres seront à pied d'œuvre à nouveau en début de semaine. On peut dire que certains, de toute façon, ne prennent pas de vacances. Ah oui, on leur a demandé encore une année de plus d'être en vacances en France pour pouvoir être mobilisables. Et dès lundi, donc l'instauration du pass sanitaire, ils seront plusieurs à être sur le terrain, notamment le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, pour assurer un petit peu le SAV, montrer comment ça va se passer, à rassurer et essayer, ce que a fait Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux cette semaine entre Instagram et TikTok, de faire de la pédagogie, essayer de répondre aux questions et essayer un petit peu de désamorcer cette contestation. Alors, docteur Albi, on entre dans une période de pédagogie obligatoire en quelque sorte parce qu'il ne faut pas oublier en effet que lundi, le pass sanitaire sera exigé. Est-ce que c'est le moment où, je ne sais pas ce que vous avez pensé des petites vidéos du président Macron pour démonter un certain nombre de rumeurs ou de fake news, là c'est de la pédagogie obligatoire? De toute façon, la pédagogie, on l'a fait depuis 18 mois. Donc je pense que c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il va y avoir un certain... Nous, par exemple, dans notre centre de vaccination, on va contrôler les passes sanitaires de nos vaccinateurs. Et puis les administratifs qui nous aident, pareil. Donc comment on fait, etc. Donc je pense qu'il n'y aura pas que les forces de l'ordre pour contrôler, puisqu'en fait on a une responsabilité par rapport au public qui vient se faire vacciner. Donc c'est beaucoup de couches de la population. Mais je ne sais pas si vous êtes allé à la piscine récemment. On a besoin de montrer patte blanche depuis déjà longtemps. Donc il y a un certain nombre de circuits déjà qui demandent des passes sanitaires. Donc je pense que là, on l'a mis sur la table. On a une discussion certes pas très longue, mais je pense que c'est un sujet qui va être discuté et qui doit être discuté de manière plus approfondie. Mais de toute façon, on va être obligé de faire de la pédagogie à la fois peut-être au niveau de l'État, mais au niveau de tous les jours,
que ce soit aux terrasses, que ce soit dans les piscines, que ce soit à l'école. Pardon, on avait promis un orage, on l'avait vu Voilà. arriver à la Tour Eiffel, regardez, c'est carrément la tempête avec Voilà. tous ces pépins qui sont en train de se retourner, de s'envoler. On voit que les le drapeaux ciel, sont je pense que dans le vent. Et le président Macron avait commandé l'orage, vous croyez ça, je vous laisse libre de l'interprétation de cette par colère contre, de la météo. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le vaccin obligatoire est parfois un soulagement pour les personnes. Moi, j'ai un certain nombre de gens qui m'ont dit « j'attends que ce soit obligatoire pour le faire ». Donc vous savez, la nature humaine est compliquée. Oui, alors d'ailleurs, pour conclure, William T., dans ce débat, effectivement, le vaccin obligatoire, ce serait plus simple d'une certaine façon, même s'il y a toujours cette question de l'acceptabilité. Ouais. Est-ce que justement, dans l'état du pays aujourd'hui, il y a une plus forte discipline, peut-être qu'il y a quelques années, une plus forte acceptation? Les manifestants diraient une forme de docilité qui s'est installée dans les esprits. Oui, on l'a vu lors de la question du confinement et du couvre-feu, auquel les gens l'ont respecté. Il n'y a pas eu besoin de contrôle récurrent pour faire respecter le confinement et le couvre-feu. Sur la question de la vaccination obligatoire, je pense qu'on a loupé le coche en janvier. Je pense qu'il fallait donner 2 éléments. Imposer la vaccination obligatoire au moment où on n'avait pas assez de doses, parce que ça aurait conduit les gens à se battre pour avoir une dose. Là maintenant c'est compliqué dans la mesure où Emmanuel Macron a dit qu'il ne faisait pas la vaccination obligatoire. Je pense qu'il faut le faire par tranche d'âge en différé dans le calendrier. Ce qu'on peut faire actuellement, c'est imposer la vaccination obligatoire aux personnes à risque, donc personnes de 50 ans et plus ou présentant des comorbidités. Ça représente 98% des admissions dans les hôpitaux. Je pense que c'est une mesure qui sera plus acceptée que la question du pass sanitaire, parce que le pass sanitaire conduit à une rupture d'égalité, alors que la vaccination obligatoire est la mesure théorique la meilleure d'un point de vue sanitaire, et surtout ne conduit pas à une France coupée en deux entre celle des vaccinés et celle des non-vaccinés. Donc je pense que c'est la meilleure mesure. Et Emmanuel Macron, et je pense qu'Emmanuel Macron va la prendre à partir de septembre, parce que c'est selon les courbes du Royaume-Uni décalquées par rapport à la courbe de la France, on atteindra le pic du variant Delta entre fin septembre et début octobre. Et donc c'est à ce moment-là en fait qu'Emmanuel Macron va adapter son dispositif actuel. Il y a déjà d'ailleurs des signes vaccination obligatoire pour les malades. Alors, oui, il n'y a pas d'égalité là pour le coup. Non mais le bénéfice-risque est le plus important pour eux, parce que ce sont comme c'est des personnes qui présentent ça c'est du raisonnement de think tank, c'est pas la réalité. Qu'on oblige au Madame, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, vous voyez qu'il y a plus d'adhésion des Français sur la vaccination obligatoire que sur la question du pass sanitaire. Pour le voisin, pas pour eux. Mais les gens le disent eux-mêmes, parce que la question de la vaccination obligatoire, la France est un pays de tradition égalitaire catholique. On n'est pas un pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, qui sont plutôt sur la liberté individuelle et sur la question de l'incitation. Nous, on a besoin que le roi ou le président de la République française nous contraigne à faire quelque chose. On l'a vu lors du discours du 12 juillet. Est-ce que les gens se seraient fait vacciner, notamment les 12-17 ans, si le président de la République n'avait pas mis en place la question du pass sanitaire? On ne peut pas être à la fois sur la question du pass sanitaire, qui est une contrainte déguisée, et dire que la vaccination obligatoire n'est pas une bonne mesure de politique publique. C'est pas la même contrainte que la vaccination obligatoire du tout. Vous avez juste à montrer votre état vaccinal ou votre PCR. C'est pas la même chose que d'être obligé de se faire vacciner. Et vendre la vaccination obligatoire aux malades, alors là, je vous dis, ça va pas être simple. Le test PCR à partir d'octobre n'aura plus d'utilité vu qu'il est payant. Il sera payant, effectivement, à ce moment-là. Alors, le débat n'est pas tranché. Pas fini, hein. Et il n'est pas fini, effectivement, il est passionnant. Et vous allez pouvoir d'ailleurs le prolonger entre vous, puisqu'il va y avoir d'autres invités qui vont me rejoindre dans un instant. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir été là. Prenez votre parapluie pour sortir de la tour de TF1, puisque vous voyez ce qui est en train de se passer avec ces images en direct devant l'hôtel de ville, où on va retrouver Charline Hurel. Il y a un quart d'heure, 20 minutes, on était en direct avec vous. La foule était relativement excitée. Ça a peut-être tempéré quelques ardeurs. Il y a trop de pluie autour d'elle. On voit en tout cas que les manifestants commencent à partir pour certains. Cet orage va peut-être marquer la fin de ce principal cortège à Paris, Charline ? Eh ben,
Oui, alors je sais pas, parce que vous voyez ces manifestants qui sont toujours là en train de crier leur colère. Alors là, ils sont plus en train de danser sous les fenêtres sur le parvis de l'hôtel de ville. Ces manifestants qui crient liberté. Alors vous le voyez quand même, peut-être le cortège qui s'est considérablement réduit, notamment avec cette grêle. Un cortège qui a défilé pendant plus de 3 heures dans les rues de Paris pour crier leur colère, pour dire leur mécontentement de cette loi pour le pass sanitaire pour 3 heures. Et justement, parmi ces manifestants, des profils assez divers. Finalement, on avait toutes les catégories d'âge, toutes les catégories de profession, les soignants aussi qui étaient particulièrement mobilisés. On en a vu qui nous disent nous ne nous ferions pas vacciner quand bien même il faut ce pass sanitaire. Et puis il y a toujours ce socle de gilets jaunes. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez à l'image, des gilets jaunes historiques comme on les appelle, qui étaient là au début sur les ronds-points et qui nous disent nous visons la politique d'Emmanuel Macron. C'est le gouvernement qui est visé ici. D'ailleurs, c'était eux qui étaient au cœur des slogans dans les cortèges. Ces personnes qui nous disent nous resterons ici, nous allons manifester, continuer à la rentrée. Déjà, pour eux, c'était une bonne nouvelle qu'il y ait autant de monde, même pendant les vacances d'été. Donc vous le voyez, un mouvement qui prend de l'ampleur. Alors c'est vrai que vous parlez quand même des gilets jaunes historiques, mais il y a aussi quelques personnes qui pour la première fois. Notamment, nous avons croisé une famille là pour la première fois et elle ne comprend pas que ce pass sanitaire soit exigé, notamment pour aller en terrasse. Merci infiniment Charlie Nurel et Lucas Prévost derrière la caméra, tandis que l'on voit les plus audacieux qui sont en train de danser sous cet orage assez impressionnant qui s'est abattu il y a quelques minutes sur Paris et sur l'hôtel de ville, où l'on assiste à la fin de ce principal cortège. Nous n'avons pas encore les chiffres de la mobilisation. Bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. C'est un tour de l'info spécialement consacré à ces manifestations importantes contre le pass sanitaire. Vous voyez ces parapluies qui gigotent, des manifestants qui restent courageusement sur le parvis de l'hôtel de ville. Ce sont les derniers, les autres ont commencé à partir. Plusieurs milliers de personnes, en tout cas, dans les rues de Paris et de 150 villes de France toute l'après-midi. On aura un décompte un petit peu plus tard. En face, et on en parlera dans cette émission spéciale, un exécutif qui a une rhétorique opposée. Sans passe sanitaire, nous courons vers le reconfinement, et un exécutif, Emmanuel Macron, qui met en avant le nombre de vaccinations quotidiennes.